Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être présent pour ce webinaire. Donc voilà, l'idée du webinaire, c'est de faire un bilan et des perspectives de l'opération Aquatics Tour en 2 temps, 3 mouvements. Alors quand on dit 2 temps, il va y avoir un premier retour sur l'opération 2024 et ensuite une intervention autour des données data et un deuxième bilan et des perspectives en fin de programme avec Jean-François Druon de Performéo et Quentin Duquesnoy de la société Sécuréo. Voilà. Donc pour commencer, c'est vrai que l'opération Aquatics Tour, c'était une opération qui faisait suite à des réunions. Donc on va pouvoir mettre à l'écran notre petite présentation en sachant que le ministère va donc intervenir dans la foulée. Voilà, donc c'était une opération qui faisait suite donc en première slide. euh, voilà, hop, voilà. Donc l'Aquatics Tour qui faisait suite à des réunions qu'on a eues en visio organisées avec le ministère des Sports et France Travail suite aux états généraux de l'encadrement, de la surveillance de la filière aquatique qui avait démarré en février 2023 et aussi à la suite des diffusions des différents spots qui faisaient la promotion du métier et de la filière aquatique. Donc Asporta a voulu lancer une action avant l'été qui devait initialement ne concerner qu'un seul site, mais très vite, dans les échanges et face aux besoins des maîtres nageurs sur tout le territoire, cette action s'est transformée en une opération nationale. Donc les enjeux, c'était aussi de réunir dans un bassin des demandeurs d'emploi qui étaient intéressés par les métiers de la filière, des employeurs, des centres de formation, échanger entre les différents acteurs qui parfois se croisaient, mais qui n'étaient pas non plus tous euh, en même temps sur cette problématique-là, qui pouvaient aussi parfois ne pas être au courant que des opérations étaient menées à proximité de leur territoire. Et en même temps, lors de ces journées-là, c'était aussi de tester les aptitudes aquatiques et vérifier le prérequis à la formation. Parce que au-delà d'un maître nageur dont on a besoin, qu'il soit BNSSA ou BPGEPS AAN, on a besoin de quelqu'un qui garantisse sa sécurité d'un bassin. On parle de noyade, on ne parle pas uniquement d'un recrutement d'une personne lambda, on parle d'une personne qui est en capacité de pouvoir réagir, intervenir, sauver des vies, dont c'est la principale mission. Ensuite, euh, Eric, voilà, si on avait donc mis en place un rétroplanning pour lancer l'opération. Donc, le rétroplanning avait démarré le 9 février lors de nos premiers échanges avec le ministère des Sports et le France Travail. On a mis en place un planning nous permettant en 2 mois de lancer l'opération avec des petits points d'étape. Donc, l'idée, c'était très rapidement partir dans le dur en se disant, voilà, on a envie de lancer une opération, on va la mener au bout. On voulait le faire avant l'été. Et donc, cette opération-là a été ficelée en 2 mois grâce aussi, et je les en remercie, grâce à la collaboration des équipes d'Anne de Vasconcelos de France Travail, mais aussi Céline Reculé du ministère des Sports, qui nous a permis assez rapidement d'avoir des relais sur les différents terrains, de pouvoir ensuite enchaîner avec nos différents adhérents, partenaires qui se sont tous un petit peu joints à l'opération. Voilà, donc ça c'était notre calendrier. Et ensuite, on a, voilà, donc je vais passer la main à Eric qui va brosser un petit bilan de l'opération 2024. Merci Alain. Donc, un petit bilan en effet sur les différentes étapes de l'Aquatics Tour. Quelques chiffres clés déjà. Donc, 11 sites identifiés. Sur ces 11 sites, on a eu plus de 11 stands répartis sur l'ensemble, avec une cinquantaine d'organisations représentées. Sachant que sur ces sites, sur les équipements qui ont reçu l'Aquatics Tour, on a balayé un petit peu tout, parfois en zone urbaine, parfois en zone rurale, sur le littoral, en métropole, et aussi une journée Aquatics Tour en Guyane. Donc on a balayé un petit peu l'ensemble. Au niveau de la communication, on a essayé d'utiliser le maximum de formats possibles. Donc on avait
au niveau du grand public, la presse locale, radio régionale, les TV locales, les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Instagram, et puis le relais aussi sur les sites internet des collectivités organisatrices ou des organisateurs partenaires aussi qui ont relayé aussi sur leur réseau et pour ceux qui avaient aussi des sites. Donc, comme on peut le voir là, par exemple, sur Center Park, il y a eu une diffusion d'un reportage sur BFM Paris. Et puis après, voilà, on avait parfois des affiches déjà préétablies, des affiches sur les abribus. On a nos deux mascottes qui reviennent régulièrement sur les affiches, qui étaient présents aussi lors du lancement de la première journée à Dole. Les acteurs contactés, donc on a essayé de balayer assez large pour repérer les candidats potentiels et ceux qui pourraient être intéressés. Donc, au niveau des établissements scolaires, les classes de collège plutôt visées troisième, et puis les lycées, l'ONICEP, la LENSTAP, et au niveau des institutions, tous les conseils départementaux, régionaux, la direction départementale jeunesse et sport, les missions locales et le SDIS. Au niveau des organismes de formation qui ont été partenaires avec nous sur cette opération-là aussi, qui ont participé. Donc, nous avions Challenge Academia, Performéo, Sécuréo, Profession Sport, Intérim Sport. On a eu la Croix-Blanche aussi qui était intervenue. Au niveau des clubs, les clubs locaux qu'on pouvait avoir, l'Airfan, l'UFR STAPS. Et donc, pourquoi ce nom aussi, l'Aquatics Tour? Ça part du principe, pour ceux qui le connaissent, et je pense que ça commence à être un peu plus connu quand même maintenant aussi, ça part des vidéos que Asporta avait lancées en partenariat et en reprise par le ministère des Sports aussi en diffusion, les Aquatics, où on vient expliquer un petit peu le métier de maître nageur, comment se former, maître nageur BPGEPS et BNSSA. Les actions, donc il y a eu différentes actions menées sur les différents sites. Donc on a eu déjà la présence, le public qui était présent était parfois des demandeurs d'emploi, il y avait des employeurs aussi qui étaient présents, les organismes de formation et des professionnels qui étaient là pour informer un petit peu aussi, et puis informer sur la pratique en bassin et informer sur le métier. On a eu la chance d'avoir des maîtres nageurs présents partout aussi pour pouvoir informer directement d'expérience terrain. Il y avait une pratique en bassin avec, voilà, ça fait partie aussi des activités du maître nageur sur les cours d'aquagym, les activités ludiques et nautiques accessibles. On avait la présentation de tout le parcours professionnel. Et puis, on a eu aussi la possibilité de pouvoir, sur certains sites, faire les tests prérequis à l'entrée euh, en formation BNSSA ou même BPGEPS aussi. La possibilité de pouvoir, à un candidat qui venait, de pouvoir juger un petit peu du niveau qu'il avait et s'il avait besoin de cours par la suite ou s'il avait déjà le niveau pour pouvoir prétendre à rentrer et à s'inscrire en formation. Je te laisse la main peut-être pour la Voilà. suite, puisqu'on Donc, est, voilà. l'opération 2024 donc, s'était déroulée du 4 avril au 30 mai. Donc 4 avril, démarrage à Dole et 30 mai pour la clôture à Reims. Donc, dans la petite enquête qu'on avait menée rapidement, il s'avère, alors les statistiques, hein, c'est ça, hein, c'est des chiffres, mais il s'avère que 34,6% des répondants sont favorables à trouver soit une date fixe, soit une période. Donc pour l'année prochaine, pour 2025, donc c'est-à-dire que c'est pas inintéressant parce que enfin, il y a des pour et des contre pour les deux options. Euh, Partir sur une date fixe, il faut être certain que la date fixe soit valable partout, donc qu'il n'y ait pas d'autres événements ou d'autres manifestations et que les structures locales, les acteurs locaux soient aussi disponibles à cette date-là. Trouver une période, ça laisse un petit peu plus de souplesse et de latitude, mais tout ça fera l'objet d'une réflexion à nouveau. Parce que donc au-delà de ça, donc au-delà du calendrier de la date à trouver pour l'année prochaine, donc juste on enchaîne sur voilà, il faut aussi qu'on finalise un cahier des charges très précis. Donc nous, l'expérience de cette année nous permet aujourd'hui, donc on échangera bien entendu en amont, à ce que les sites qui s'engagent à accueillir l'opération
répondent à un cahier des charges précis. C'est-à-dire que derrière, on veut que des piscines. On a eu des établissements, des propositions dans des salles. Donc pour nous, on est en bordure de piscine. On veut avoir un certain nombre d'acteurs présents, des acteurs qui sont... alors, il peut y avoir des spécificités locales parce qu'on peut avoir des organismes de formation, on peut avoir des structures qui localement sont très actives, donc bien entendu, ils seront bien accueillis, mais de la même façon, on a besoin d'avoir une liste assez précise de ceux qui rentrent dans ce dispositif-là, un programme d'animation qui soit aussi dynamique, donc c'est pas uniquement un stand où on remet des flyers, c'est aussi un stand dans lequel il y a de l'interactivité, il y a des échanges, il peut y avoir des tests, il peut y avoir des challenges, il peut y avoir de l'animation. Un plan de communication. Donc nous, cette année, on avait travaillé beaucoup sur une image d'affiche pour qu'on arrive à véhiculer un lien entre nos spots Asporta, les affiches, les acteurs, pour qu'on travaille sur cette charte-là. Un rétro-planning. Donc tout à l'heure, on avait parlé du planning qui avait démarré au mois de février. Donc là, l'idée, ça serait de démarrer dès le salon du sport au Salon des Mers. C'est-à-dire qu'on a une échéance au mois de novembre. On va essayer de gagner 2 mois dans l'organisation de l'opération 2025. Et en même temps, eh ben, on s'est aperçu que ça et là, sur les différents sites, des acteurs qui se croisaient, ben, ont fait connaissance et ont noué des relations qui vont perdurer ou qui ont commencé à perdurer suite à cette opération qui avait été enfin, ponctuelle. Donc c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on commence à avoir une petite base de données locale nous permettant de nous appuyer dessus pour que l'année prochaine, grâce aussi bien entendu à l'intervention et du ministère des Sports et de France Travail, qui de son côté a aussi relayé l'information auprès de ces différents agences locales qui ont pas toutes, hein, je le dis, pas toutes répondu très favorablement aux différentes actions. Alors certaines pour de légitimes raisons, parce que d'autres opérations étaient menées peu de temps avant ou après, mais en même temps, ça laisse augurer des perspectives intéressantes pour la suite, pour le 2025. Voilà, donc c'était le premier temps de bilan 2024. J'en profite pour remercier Fabienne Bourdet, directrice des sports, déléguée ministérielle à la lutte contre les violences dans le sport, ainsi que Céline Reculé, qui est chef par intérim du bureau emploi, métier et diplôme du sport et de l'animation, d'arriver de concert en duo euh, et puis de prendre un petit peu de leur temps qui, on le sait, est compté, minuté, secondé, j'imagine bien. Et donc c'est vrai que les premières questions qu'on voudrait vous proposer, mais aussi bien, j'en profite pour remercier aussi Anne de Vasconcelos, chargée de partenariat entreprise et fédération professionnelle, direction générale France Travail. Comment oublier Anne, qui va aussi jouer enfin, ce rôle-là de coordination avec l'ensemble de ces agences. Donc, une question, mais on va commencer par le ministère des Sports. Donc, on a plusieurs questions, mais on va commencer doucement, bien entendu. Euh, donc, c'est vrai que cette opération qui a été menée, on voudrait savoir ce qui va se passer aussi. euh, donc, après les JO, alors là, il y a les JO qui focalisent, bien entendu, toute l'attention de tout le monde. Donc, on a eu des états généraux en février 2023, une opération qu'on a lancée de concert avec le ministère, avec France Travail, qui, alors, on peut mesurer, bien entendu, les résultats, qui a donné quelques résultats. Donc, pour nous, c'était hyper intéressant. Comment on va pouvoir favoriser la communication entre les acteurs du métier, etc. Donc voilà, je peux vous laisser Madame Bourdet enchaîner ou Céline. Voilà, Merci. Est-ce que vous m'entendez bien? parfaitement. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Amida Pizal, de nous avoir conviés. Et c'est évidemment avec plaisir que je vais répondre à vos questions. Je voulais d'abord, en préambule, vous remercier vraiment pour votre engagement précieux sur ces questions dont on sait qu'elles sont absolument centrales sur la question de l'attractivité des métiers de la surveillance et de l'encadrement des activités de la natation. Et vous me donnez finalement l'occasion, au titre de la présidence d'Asporta et de ce webinaire, de vous faire un petit point sur là où nous en sommes, finalement 16 mois
après les états généraux de l'encadrement et de la surveillance dans la filière aquatique, puisque c'était en février 2023 hein, que la ministre les avait organisés. Et non sans vous avoir rappelé, peut-être même rassuré par rapport à la question que vous posiez à l'instant, hein, pour dire que ces sujets sont des sujets aujourd'hui qui ont toujours la même priorité pour nous. Et que bon, on a des chantiers qui s'inscrivent, on le sait bien, hein, dans le moyen terme, et que s'agissant du ministère des Sports, il n'est pas question de relâcher l'effort par rapport à tout ce qui a été engagé, et notamment grâce à l'ensemble des acteurs et vous et vous-même en particulier. Alors, vous l'avez dit. Beaucoup de ces chantiers sont aussi des chantiers en interministériel, hein. Et du coup, je salue Madame de Vasconcelos qui est avec nous aujourd'hui au titre de France Travail et qui aura l'occasion bien sûr d'intervenir après moi. Et puis je vous prie de m'excuser parce que je devrais vous quitter sans doute en cours de route, mais Céline Reculé restera avec vous jusqu'à la fin de ce webinaire. Alors, si je reviens sur les différents chantiers qui ont été initiés à l'occasion des États généraux, sur ces sujets de formation et d'emploi, bon, nous connaissons tous, et vous mieux que quiconque, le turnover élevé et l'insuffisante couverture des besoins en emploi sur la filière, alors même que on a permis à 1300 personnes d'être diplômées en 2023 sur le champ dont on parle aujourd'hui, qu'on a un taux de couverture et donc d'adéquation entre la formation et l'emploi qui est de 77%, ce qui est évidemment un très bon taux. Pour autant, on voit bien que le sujet n'est pas aujourd'hui complètement réglé et qu'on doit maintenir nos efforts sur à la fois l'attractivité des métiers, mais aussi sans doute l'accompagnement de ceux qui accèdent à ces métiers. J'y reviendrai. On va d'ailleurs là-dessus, dans les prochaines semaines, initier une étude métier qui va traiter à la fois de l'analyse des besoins des employeurs, mais aussi de l'analyse des besoins des professionnels. On va être amené à installer très prochainement un comité de pilotage avec les différentes parties prenantes et bien sûr, vous y serez associés. Toujours sur ces questions de formation, vous savez que nous avons un sujet commun et j'ai envie de dire commun mais piloté par le ministère de l'Intérieur avec la question du BNSSA et des nouveaux textes qui sont attendus pour réformer ce diplôme. Donc, on travaille actuellement à la publication des textes post-période estivale, on va le dire comme ça. Les évolutions de ce diplôme vont porter au-delà des questions de dématérialisation de la déclaration des titulaires du BNSSA, qui vont évidemment contribuer à simplifier les procédures pour les professionnels concernés. Ces textes vont permettre l'enregistrement au répertoire spécifique des qualifications, ce qui permettra du coup le financement et ce qui permettra aussi de clarifier la liste des diplômes qui confèrent d'une part le titre de MNS et celle qui confère le titre de surveillant sauveteur. Hein, donc voilà, on a une temporalité post-Jeux olympiques et paralympiques, alors qui n'est pas liée au fait qu'il y a des Jeux en juillet et août, hein, mais tout simplement parce que je pense qu'il n'était pas de bon augure de modifier un dispositif réglementaire sur un sujet aussi important juste avant la période estivale, dont on sait qu'elle est évidemment chargée pour les acteurs concernés. On a également, et ça c'était un point qui avait été très développé au moment des États généraux, une convention qui est en cours de finalisation entre le ministère chargé des Sports d'une part et le CNFPT pour renforcer, là on parle bien des carrières, hein, pour renforcer la formation continue
des MNS. Donc, je ne sais pas, Céline pourra peut-être le dire. Je ne sais pas trop quelle est la temporalité quand on dit prochainement. C'est la rentrée, hein, la rentrée 2024. Donc voilà, tous ces chantiers-là sont en phase d'aboutir et je voulais le partager avec vous. Et puis, nous avons encore un travail en cours avec le ministère de l'Intérieur et singulièrement la Direction générale des collectivités locales pour la question de l'accès au concours d'éducateur territorial des activités physiques et sportives. Bon, voilà, autant de chantiers qui sont plus qu'engagés aujourd'hui. Alors, je vous le disais tout à l'heure, tous ces chantiers relèvent de l'interministériel, avec le ministère de l'Intérieur que je viens de citer à plusieurs reprises, mais aussi avec le ministère du Travail, donc la DGEFP et France Travail, dans le cadre de la feuille de route emploi, dont un des enjeux, et on est vraiment au cœur du sujet et de la présentation du bilan que vous avez fait tout à l'heure, au cœur des enjeux d'attractivité des métiers du sport et singulièrement des métiers liés à la filière aquatique. Donc, vous l'avez peut-être vu, hein, a été lancée en ce début du mois de juin une campagne de promotion des métiers du sport au sens large, hein, et donc qui va se poursuivre jusqu'à la fin de l'année 2024. Nous créons également un portail des formations et des métiers du sport qui va faciliter l'accès à l'information pour les candidats qui se destinent à ces métiers, mais aussi pour les employeurs. Cette plateforme, elle va être opérationnelle cet été et on aura le plaisir d'accueillir avec nous l'association Asporta pendant les Jeux Olympiques au Club France, puisque on aura une journée dédiée pendant les Jeux Olympiques, puis une journée dédiée pendant les Jeux paralympiques, qui permettront de mettre en lumière les métiers du sport. Alors bon, ça sera une vitrine intéressante puisque bon, le Club France, c'est vraiment un endroit grand public hein, pendant les Jeux olympiques et paralympiques et donc l'occasion de présenter l'ensemble des métiers et des filières et de le faire bien sûr avec vous. C'est donc dans ce contexte que vous avez été amené avec vos partenaires ainsi que France Travail, que je remercie, que vous avez proposé ce dispositif initialement, je dirais, qualifié de job dating, mais qui a finalement évolué vers une formule qui était mieux adaptée hein, au champ professionnel qui est le vôtre, avec finalement un dispositif dont la priorité est un petit peu différente de celle qu'on retrouve habituellement dans les job dating, où on est plutôt sur des questions d'insertion professionnelle de jeunes ou de moins jeunes. Et là, il s'agissait plutôt à la fois de mettre en évidence les métiers et du coup leur attractivité de manière à augmenter le volume des personnes certifiées, diplômées, avec ce concept donc des aquatiques, dispositif innovant, vous l'avez expliqué, et qui a été expérimenté donc avec 10 événements en 2 mois et demi, et je mesure le travail que ça a représenté pour vous. On parle parfois de difficultés à être agile pour mettre en place des programmes innovants et qui rencontrent leur public. Ben, je crois que là, vous avez vraiment fait la preuve grâce à votre mobilisation à tous. Que c'était possible et que ben, l'objectif finalement qui était initialement visé a été atteint. Et pour répondre à votre question, l'idée, c'est évidemment de poursuivre hein, sur cette initiative au-delà de cette première édition, si je puis dire. Donc, vraiment un grand merci à vous tous et pour ce bilan qui est présenté aujourd'hui. Bilan et donc conclusion auquel la direction des sports va être particulièrement attentive. Et puis, bon, je sais qu'aujourd'hui, vous allez aussi traiter au titre de l'analyse des besoins, du lien avec le sujet des équipements sportifs dédiés.
Et je salue Rémi Daluin qui va être avec vous. Ben voilà, je le vois à l'instant, qui, au titre du ministère et cette fois-ci du pôle ressources nationales sport innovation, pilote au niveau national toute la data autour des équipements sportifs. Et qui dit data dit bien sûr mise à disposition des acteurs de toute la cartographie sur les caractéristiques des équipements sportifs aujourd'hui et singulièrement des équipements dédiés aux activités aquatiques. Et pour vous redire combien on sera en appui de vos initiatives sur ce plan-là aussi. Voilà, je m'arrête là, je ne vais pas être plus longue. Et encore merci à tous, à la fois de m'avoir invitée et de votre attention. Mais, merci Madame Bourdet, en tout cas, et puis merci de ces quelques mots qui nous confortent dans nos actions, parce que clairement, on essaie, nous, au niveau d'Asporta, avec l'ensemble des collègues et des partenaires de l'association, parce qu'il y a aussi des partenaires qui nous accompagnent et qui sont dans le même état d'esprit, hein. Donc, en plaisantant, on disait que l'année prochaine, on vise 100 collectivités, mais je pense que nous, on ne plaisante pas. Et l'idée, c'est Niche. quand même on va rajouter un zéro. Voilà. Et l'année d'après, grâce à la data de Rémi Dalouin, on ajoutera encore un autre zéro. Voilà. Vous avez Mais raison, il faut être ambitieux. ah ben c'est ça, c'est clair, c'est clair. Non mais voilà, merci. Donc si Céline veut rajouter quelques mots éventuellement, voilà, voilà, ou tout à l'heure, et on peut passer la main à Anne Vasconcelos, hein, côté France Travail, pour aussi son action, son intervention et aussi sa présence, parce que elle a un planning aussi très chargé et on avait besoin d'elle aussi lors de cette opération-là pour motiver ses troupes qui parfois aussi, mais c'est comme dans toutes les administrations, ont besoin d'un coup de main. Alors, je ne vais pas dire d'un coup de pied parce que non, ça serait malvenu, mais parfois il faut bousculer les choses et nous, on a besoin aussi que ça bouge. À vous, Anne. Merci, Monsieur Hamida Pizal. J'en profite pour dire que Monsieur Ponson-Saccar, Pascal Pierre est présent et puis il pourra compléter ce que je vais pouvoir vous présenter. Alors tout d'abord, effectivement, merci pour votre mobilisation parce que en ces quelques mois, on peut mesurer tout ce que vous avez pu faire avec vos collaborateurs et puis la grande réactivité et puis notamment ces vidéos que vous avez pu réaliser et que nous avons pu relayer aussi par nos différents moyens de communication. Alors, pour ce qui est de la mobilisation de France Travail, effectivement, hein, nous nous sommes mobilisés, dès, vous l'avez rappelé, hein, dès le début d'année dernière, même un petit peu en fin d'année 2022. Il s'agit pour nous de bien comprendre les besoins et puis de mesurer, on va dire, les actions les plus pertinentes à faire pour répondre aux besoins de la filière natation. Alors, première chose, le format que vous avez présenté est un format sur lequel il y a eu beaucoup d'échanges hein, sur voilà, quelle modalité de job dating classique, job dating un petit peu innovant, etc. Et puis finalement, le format que vous avez retenu est, de mon point de vue, un des meilleurs formats puisqu'on est vraiment in situ. D'où aussi la complexité hein, de trouver les équipements qui permettent l'organisation de ce type d'opération. Mais en tout état de cause, quoi de mieux que voilà, d'être directement au sein des piscines. Alors, qu'est-ce que nous avons fait dans un premier temps au préalable? Relayer l'information et la communication. Communication que vous avez fait sur les métiers, sur les voies d'accès également aux deux métiers que sont la surveillance de baignade et puis les maîtres nageurs sauveteurs. Nous avons aussi, avec mon collègue Pascal Pierre, mobilisé nos référents régionaux puisque nous avons effectivement de notre côté, Pascal Pierre et moi, différents référents régionaux et donc voilà, plus on mobilise et on passe par différents canaux, mieux c'est. Le petit inconvénient qui s'est avéré, et puis vous le signalez au travers, on va dire, des petits points à corriger, mais ce sont aussi des points pour nous importants. Cette opération, elle s'est faite assez rapidement dans des délais très courts.
Donc, ce qui fait que nous avons eu du mal, dans un premier temps, à avoir la communication des dates, des lieux, des modalités d'organisation, puisqu'au départ, on était parti sur une opération à Dole. Donc, les collègues de la région étaient bien en amont de l'information. Et ensuite, pour les autres, les dates se sont greffées au fil de l'eau, ce qui a rendu difficile pour nous, l'identification des bonnes agences, puisque parfois, c'était pas sur une commune, c'était pas forcément l'agence d'implantation de la piscine qui voilà, qui dépendait de l'agence. Et Donc, excusez-moi, et en plus, on était aussi en Guyane, donc avec la oui, difficulté, voilà, de oui. la Guyane. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Carla de sa présence, parce qu'il y a aussi un décalage. Merci Carla. Donc voilà, ça n'a pas été effectivement, ça a été un premier point et sur lequel il convient de travailler pour la réitération de l'opération. Vous l'avez dit, d'identifier un planning, un calendrier, d'anticiper un maximum, puisque pour nous, dans certains cas, on n'a eu même pas 15 jours, 3 semaines, au mieux, dans le cas de figure, un mois pour identifier les correspondants en agence. Et puis que ces opérations puissent s'intégrer dans le calendrier déjà événementiel des agences, ce qui peut expliquer effectivement, dans certains cas, la non-possibilité pour le réseau France Travail de répondre présent. En tout état de cause, c'est une opération qui effectivement mérite d'être réitérée. L'inconvénient aussi que nous avons de notre côté, c'est que dans nos fichiers, en dehors de pouvoir identifier les personnes inscrites aujourd'hui comme maîtres nageurs ou même plus largement éducateurs sportifs, nous n'avons pas la possibilité d'identifier des personnes qui savent nager ou pas et leur niveau de maîtrise de la nage. Donc, ce qui fait qu'effectivement, en termes de sourcing de candidats potentiels, et c'est là où l'anticipation est importante, on est obligé de faire une communication très large, à la fois sur nos sites et dans les agences concernées par l'opération. Donc, je dirais qu'il y a tout un travail en amont et pas rien que pour l'opération le jour J, mais un travail en amont important de communication auprès non seulement, on va dire, des demandeurs d'emploi et plus largement toutes les personnes qui peuvent être amenées à consulter les informations que l'on trouve sur le site de France Travail. Et puis, autre point aussi d'enseignement, et que l'on pourra mettre en œuvre de manière plus efficiente pour la prochaine opération, c'est le travail aussi en totale collaboration avec le réseau des missions locales. Je l'ai vu dans votre présentation en amont. Voilà, si de votre côté, vous avez des liens aussi avec des missions locales, de notre côté, nous les avons aussi. Et plus il est possible d'anticiper, plus nous allons pouvoir travailler effectivement en total lien pour toucher un plus grand public. Alors, de fait, voilà, c'est moi ce que j'en retire. Nous savons qu'il y a cette difficulté d'attractivité pour différentes raisons. Qu'il y a aussi des difficultés en termes de durée d'emploi. Voilà, nous avons aussi entendu un certain nombre de parties prenantes et d'employeurs dire bah oui, nous formons. France Travail aussi peut financer des formations, mais finalement, les personnes ne restent pas, ne s'inscrivent pas dans la longue durée et c'est plutôt, on va dire, un emploi assez épisodique, une insertion un peu épisodique dans cette filière. Voilà, donc ça, on l'entend, d'où l'intérêt effectivement de communiquer le plus largement possible et de manière régulière. Donc ça, c'est une première chose. En termes, j'ai vu aussi dans votre présentation, quid de une date unique, une période. C'est une petite vigilance que je vous donne. Il y a aussi beaucoup d'événements, de salons nationaux, régionaux qui sont faits. Donc, et là aussi, on pourra vous aider puisque nous aussi, on a un calendrier d'événements, de ne pas forcément les faire coïncider ou alors peu de temps après ou avant, parce que vous avez par exemple le ministère, je pense, maîtrise bien, il y a aussi le salon de l'emploi public. Donc, il y a des informations à faire passer à ce moment-là. Vous avez aussi une semaine des métiers du tourisme. C'est à peu près, pour cette année 2024, c'était à peu près sur les mêmes périodes. Donc voilà, d'avoir une vigilance
sur véritablement la date. Est-ce que c'est fait en même temps? Est-ce que c'est fait avant? Est-ce que c'est fait un peu après? Donc ça, c'est un point de vigilance sur lequel je voulais attirer votre attention. Et puis, bien évidemment, vous pouvez compter sur une mobilisation à nouveau pour la réitération de cette prochaine opération. Et puis, c'est l'occasion pour les conseillers aussi de mieux connaître ces métiers, comme pour tout type de secteur d'activité. Il y a des idées reçues, des représentations. Donc là aussi, c'est important non seulement de communiquer auprès des demandeurs d'emploi, mais aussi auprès des conseillers pour dire finalement quelles sont les voies d'accès à ces métiers, quels sont les employeurs. Où peut-on les trouver? Quelles sont les formations existantes et à quel moment débutent ces formations? Donc, je salue et je prends avec enthousiasme la création du portail que nous a annoncé Madame Bourdet, parce que ce sera l'occasion de relayer aussi sur nos différents outils de communication ce portail, puisque voilà, c'est important de mettre en lumière et de trouver, de centraliser en un lieu toutes les informations pour effectivement gagner en temps. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis, l'importance aussi, je sais que Monsieur Hamida Pizal vous a été grandement facilitateur, mais d'avoir une liste aussi, voilà, des personnes à contacter lorsque des opérations se font, puisqu'il y a aussi de notre côté eu des difficultés de se dire, on a eu un nom, mais finalement, c'est pas la bonne personne. Donc voilà, mais ça se cale, c'est des éléments logistiques, c'est des enseignements à tirer pour être encore plus efficace pour la prochaine opération. Voilà, je ne sais pas si Pascal Pierre, tu veux ajouter quelques éléments. Non, bonjour à toutes et à tous. Non, tu as tout dit, Anne. Moi, j'insisterai juste sur l'anticipation qui est importante. À titre d'exemple, sur les opérations du Stade vers l'emploi, mais on l'avait un petit peu, on avait échangé, Alain, en début. Même après 4-5 ans et sur 500 opérations par an, pour que ça se passe bien, il faut minimum 2 à 3 mois. Donc ça c'est un élément qui est très important. Et puis sinon, comme Anne, hein, je vous confirme que France Travail sera à vos côtés pour inciter l'ensemble des référents. Et depuis cette année, on a un nouveau cercle de référents sport avec des référents, les clubs sportifs engagés par région. Voilà. Et puis, voyant Fabienne à l'écran, on était à la signature de la convention à l'ANS il n'y a pas longtemps sur la reconversion des sportifs de haut niveau. Il y a une petite vidéo qui a été créée conjointement par les équipes de France Travail et la MRP de Bretagne, qui peut aussi aider à sensibiliser les conseillers de France Travail sur des publics un petit peu spécifiques. Donc, c'est peut-être aussi une des pistes à envisager. Voilà, et puis je suis à votre disposition pour répondre à d'éventuelles questions. Merci. Parfait. Merci en tout cas. Ça nous conforte dans notre décision de faire perdurer l'opération et de s'inscrire dans la durée. Vivement la session numéro 10, mais on va commencer par la numéro 2. Moi, je retiens bien les idées de simplification, d'optimisation, effectivement, des échanges qu'on va anticiper. Donc, le rétroplanning, comme on le disait tout à l'heure, on va démarrer plutôt au niveau sur le salon des maires, de telle sorte à ce que ça démarre quelques temps avant. Donc, on va gagner 2-3 mois, hein, ce que disait Pascal Pierre. Donc là, on va les avoir. Donc cette fois-ci, on va anticiper pour qu'on soit en ordre de marche sur la date ou la période qui sera fixée pour la saison prochaine. Mais ça, on va très rapidement définir une période qui semble être la plus intéressante pour nous. Voilà, donc juste pour ce premier temps, bien entendu, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Ce que je voudrais aussi je voudrais enchaîner rapidement parce qu'on a un tout petit peu de retard et comme le temps est compté pour tout le monde. Donc, la présence de Rémi Dalouin ainsi que de Sylvain Chillet du cabinet Mouvin, c'est une façon de voir comment, au-delà des besoins en termes de ressources humaines, on a besoin d'utiliser la data et son analyse pour aider les gestionnaires et appréhender en anticipant leurs besoins. Alors, aussi bien en matière d'équipements qui existent ou ceux qui seraient à créer. Mais aussi, alors c'est là où l'intervention de Rémi a de l'importance parce que on peut aujourd'hui
évaluer, mesurer les surfaces de mètres carrés de plan d'eau. Ça va nous permettre aussi de donner des estimations de besoins de ressources humaines pour les surveiller. Encore faut-il que cette base de données soit la plus fine possible et la plus précise possible parce qu'on a besoin de la base de données, mais la base de données, la data a besoin de nous, directeurs des sports, d'agglomération, de collectivité, parce que c'est nous qui alimentons, même si, bien entendu, il y a des données qui peuvent être collectées par différents biais, il faut que on se rende compte, parce que je m'aperçois en échangeant avec des collègues que beaucoup n'utilisent pas le RES, ce recensement, alors qu'il y a une data libre d'accès qui aujourd'hui est a fortement évolué par rapport à ce qu'on a connu il y a quelques années. Donc, Rémi, voilà, si tout est OK, Euh, voilà, Bonjour à tous. on arrête le partage pour que Rémi, voilà, puisse. Nickel. La main, hop, c'est bon. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est bon, parfait. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est Oui, bon. c'est bon, c'est bon. Euh, Bonjour à tous. Merci, Monsieur Amida, de votre invitation. Euh, un élément complémentaire, effectivement, à tout ce que j'ai pu entendre pour l'instant au niveau du ministère et sur les lieux, sachant que l'objectif commun partagé, je pense, est de réussir à mieux estimer les, les besoins en main-d'œuvre autour des lieux de pratique sur le sujet. Donc moi, je vous parlais du recensement, que vous le connaissiez ou pas, quoi qu'il arrive. Si vous aviez qu'un site à retenir et 10 secondes d'attention à retenir dans mon intervention, c'est le lien qui est équipement.sport.gouv. Parce que je vais vous le démontrer tout au long de cette présentation, la donnée est accessible gratuitement, ouvert à tous. Donc voilà, donc quoi qu'il arrive, si vous avez un site à aller voir dans vos favoris lundi matin, c'est ce site-là, pour aller le parcourir, l'exploiter, voir tous les possibles autour de ce site. Rapidement, donc vous vous présentez, mais Madame Bourdet l'a évoqué, on est complètement au sein du ministère dans le cadre du contrat de filière et de l'observation du sport qui est en train de se développer. On est deux, Julien Petit réagira peut-être dans le chat si vous avez des questions, comme ça sera peut-être plus efficace et je le remercie d'être connecté. On est basé au pôle ressources nationales sport et innovation au niveau du CREPS des Pays de la Loire pour l'instant. Mais voilà, mais on agit totalement sous délégation du ministère au sein d'un bureau des S1B. Aujourd'hui, ça a été évoqué depuis le début, mais juste pour vous donner là où on se situe en tant que ministère, c'est qu'il y a trois blocs de données au ministère. Il y a les équipements, il y a les personnes, les pratiquants et les encadrants. Donc, aujourd'hui, on fait le lien, on va essayer de faire le lien entre les lieux et les personnes, et les structures, les clubs, les fédérations, les acteurs privés, tout ça. Toutes ces trois blocs de données vont tomber au final dans un sacré mélange qui permettront à différents acteurs que vous voyez sur la droite de ma slide de venir exploiter, de venir chercher des données, de venir produire pour l'Observatoire des études, des observations sur le sujet. Le métier de DataOS, et donc de Julien et de moi, c'est vraiment la production de données, la production de données de qualité, donc une donnée qui est nettoyée, une donnée qui a une méthodologie derrière. Voilà, une donnée propre. On, on fait des focus pour aider des pistes d'observation, mais voilà, notre métier, c'est de produire de la donnée et c'est en tant que ministère de mettre de la donnée dans l'intérêt général sur le sujet. Naturellement, le ministère n'étant pas propriétaire de tous ces équipements qui sont disponibles. DataOS, c'est à la base une obligation légale. Il faut qu'on se le rappelle, comme ça sera fait et ça ira plus vite. Chaque propriétaire d'équipement, public, privé, a une obligation de déclaration depuis quelques années d'ailleurs. Je n'ai pas la date exacte de cet article, mais article L312-2. Voilà. En fait, globalement, on pourrait se concentrer sur l'utilisation de la donnée et la valorisation de la donnée, car tout à chacun autour de la visio, propriétaire ou acteur, devrait savoir qu'il y a un article de loi qui fait que c'est une obligation légale pour tous et pour toutes de déclaration. Et le bémol, effectivement, sur le savoir nager, aujourd'hui, une piscine dans un camping, pour être très pratique et très pragmatique,
un bassin de piscine dans un camping à partir du moment où il est ouvert au public, c'est-à-dire qu'il n'est pas ouvert uniquement aux utilisateurs du camping, est un bassin qui doit être déclaré. Voilà. Aujourd'hui, quelques notions à savoir autour de DataOS. On a une structure de base de données à 2 niveaux. On parle d'installation, qui va correspondre à une adresse, et on parle d'équipement. Donc l'installation, globalement, ça va être la piscine, et l'équipement pour nous, dans notre base de données, ça va être le bassin de piscine, le type de bassin de piscine, que ce soit du bassin mixte, que ce soit du bassin sportif. Voilà. Donc là-dessus, il y a quelques notions à avoir. Globalement, aujourd'hui, DataOS, dans le cadre de sa relance qui a duré 1 an, et vous verrez quelques chiffres par la suite, mais la relance qui a duré 1 an, les grosses idées étaient de simplifier le processus de déclaration pour les propriétaires. On est passé de près de 130 critères à 80 critères. De rendre transparentes, je le réévoquerai juste après, les données, c'est-à-dire que toutes les données sont diffusées chaque jour en open data. Il n'y a pas de base cachée, j'ai souvent tendance à le répéter, mais il n'y a pas de base cachée dans les serveurs du ministère. Euh, Toutes les données en possession du ministère sont retranscrites. Donc, encore une fois, si vous êtes propriétaire et que les données ne sont pas à jour vous concernant, n'hésitez pas, vous aurez le mail à la fin, mais l'idée, c'est que n'hésitez pas à nous contacter et le lendemain, simplement, vos données sont donc à jour et diffusées en ligne instantanément. Voilà, et donc il y a un site que vous voyez en bas à droite, qui est le site du portail équipement.sport.gouv sur le sujet. Aujourd'hui, on est véritablement, j'enchaîne trop vite, on est véritablement autour d'un cercle vertueux concernant DataES collectif. Monsieur Amida l'a évoqué, euh, c'est un travail collectif, c'est-à-dire que au niveau du ministère, on peut vous fournir des chiffres, on peut vous accompagner sur de l'analyse, mais si chaque propriétaire ne joue pas le jeu, de sa déclaration, malheureusement, les chiffres pourraient être rapidement biaisés et inexploitables. Euh, on commençait un travail sur un futur outil et de façon provocatrice, j'aurais envie de dire que l'idéal, ce serait d'enlever l'obligation légale et que l'intérêt général justifie l'existence de cette base de par son utilisation. Donc c'est vraiment l'objet de mon intervention, c'est vraiment de se dire que collectivement, on a besoin de données pour savoir, en l'occurrence là où il y a des bassins, mais vous le comprendrez, il y a 330 000 équipements dans la base, donc il y a bien d'autres pratiques de type d'activité. Donc voilà, c'est vraiment l'utilisation qu'on peut faire de cette base et qui est basée, mais ça c'est historique, sur une obligation légale. Mais si on pouvait couper cette obligation, ça irait mieux. En termes d'animation, volontairement, donc on produit de la donnée, on est prêt à accompagner les acteurs, que ce soit sur les déclarations, sur des premières études, parce qu'on connaît nos chiffres, donc on peut répondre à des besoins sur le sujet. Aujourd'hui, en 1 an de relance de recensement, on a créé pas mal d'axes de partage en termes d'interopérabilité. Je le dis souvent et je le répète, on axe véritablement notre travail autour de 3 clés de répartition, que sont les UAI, donc ça c'est plutôt au niveau du scolaire, qui est le référentiel national du bâtiment, donc le RNB, et le SIRET, plus connu de tout à chacun, qui est autour des propriétaires et de la connaissance des propriétaires. Pourquoi on axe vraiment notre relance et notre interopérabilité sur ça? C'est pour aller chercher en interministériel, sans embêter forcément dans un premier temps les propriétaires, mais pour leur donner des éléments à forte valeur ajoutée, des consommations d'énergie, des températures dans les bassins de piscine. Enfin voilà, tout ça, l'idée, c'est vraiment de créer les clés d'interopérabilité pour vraiment aller très loin dans la qualité de données qu'on pourra fournir et qu'on pourra mettre à disposition de l'ensemble des acteurs. Aujourd'hui, cette base, elle est en open data, donc elle est donc gratuite. Ça paraît bête, mais il n'y a pas besoin de payer quoi que ce soit, quel type d'abonnement pour y accéder et venir exporter son petit bout de fichier en fonction de son code l'INSEE de son territoire. Elle est transparente, je l'ai déjà dit, mais je le redis, il n'y a pas de base cachée, c'est-à-dire que s'il y a une erreur, l'erreur est en ligne, mais si l'information est corrigée, ça sera beaucoup plus pratique pour tout le monde.
Et elle est utilisable parce qu'elle est sur un outil qui est relativement quand même facile d'accès. On est sur de la data, mais on n'est pas sur des formats de fichiers à utiliser très compliqués. Voilà. Et le dernier point là-dessus, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de base magique. Il n'y a pas d'acteur en possession de base magique d'équipements de sport, mais qui plus est de bassin de piscine en France. La base, vous l'avez sous les yeux, elle est aux mains et sous la direction du ministère, mais c'est une base d'intérêt général. Euh, J'enchaîne les objectifs du recensement cette année. Je le dis, je le répète, on a relancé le recensement autour de 3 axes principaux. La transparence de nos travaux. Donc voilà, la simplification. C'est pas un terme galvaudé quand on passe de 130 critères à 80. L'idée, c'est vraiment de simplifier et de rendre la base de plus en plus interopérable avec d'autres sources de données dans l'idée du dites-le nous une fois. Voilà, l'idée, c'est vraiment qu'on aille demander aux propriétaires de consacrer le temps nécessaire à leur déclaration, mais le temps nécessaire le plus efficace possible pour qu'ils y trouvent un retour sur investissement conséquent. Les résultats, alors c'est une première que vous avez cet après-midi. Les premiers chiffres autour des résultats, hein, on a donc globalement, en ce qui nous concerne, 1220 piscines qui ont été modifiées en un an. C'est-à-dire qu'il y a près de un tiers des piscines qui ont été, peut-être pour certains, regéolocalisées, certains déclarés, certains mis à jour depuis l'année dernière. Donc, si vous étiez utilisateur de DataES, n'hésitez pas à voir les dernières versions pour être sûr d'avoir des analyses qui se font sur des bons chiffres, sachant que donc en un an, on a touché un tiers des piscines de France en termes de modification de fiches, pour faire simple. Je me Euh, glisse, petite question, piscine ou oui, bassin? piscine, un tiers des piscines, D'accord. c'est-à-dire que là, on est donc en gros, grosso modo, hein, il y a près de 3000 piscines référencées dans la base, qui est un tiers des piscines qui ont été touchées, et le chiffre des bassins, c'est 6300. Voilà. Euh, Ça, Ok. c'est les résultats. Aujourd'hui, forcément sur DataES, vous avez un portrait de territoire qui peut être utile et utilisé. Je sors un peu du cadre des bassins là pour le coup, mais je fais la promotion du portrait de territoire qui est disponible, qui est construit pour permettre d'avoir une typologie d'équipement par territoire. Voilà, on travaille sur une version 2 qui sortira courant d'été, qui permettra de comparer un territoire à un autre en termes de structuration, de type d'équipement, et à moyen terme, éventuellement, d'aller utiliser l'intelligence artificielle pour faire de la prospective de typologie d'équipement en fonction du nombre d'habitants. Vous aurez la possibilité de retrouver que si votre territoire va prendre 15 000 habitants en plus ou 30 000 habitants en plus, en gros, la typologie de type à travers une analyse de données, et encore une fois, on est sur de l'analyse de données, on peut pas connaître par cœur chaque territoire, mais l'analyse de la donnée peut permettre de faire des prospectives ou des hypothèses. Euh, Là-dessus, c'est des choses qui seront possibles. En termes de méthodologie, et M. Amida m'avait quand même demandé de rentrer un peu plus dans des chiffres sur les bassins et sur la filière aquatique. Donc en termes de méthodologie, aujourd'hui, il y a bien 2 termes qui peuvent nous intéresser quand vous rentrez dans la base. Il y a la piscine, il y a le bassin, qu'il faut bien différencier. La piscine ne comporte pas forcément d'ailleurs des bassins. Il peut y avoir des salles de sport associées dans nos piscines, on le sait tous et toutes. Donc bien différencier ces 2 termes. Et en termes de type d'équipement, vous aurez 3 grandes catégories quand vous rentrez dans la base. Des bassins mixtes, des bassins sportifs et des bassins ludiques. Aujourd'hui, le gros travail autour de ce recensement, et c'est un peu une commande et un engagement qu'on avait pris avec Julien pour la fin du mois de juin. Donc, vous pouvez aller voir la base lundi, mais n'hésitez pas à revenir dès début juillet. C'est que chaque bassin en France soit géolocalisé, soit dimensionné et possède un indicateur sur les derniers gros travaux ou peu ou prou sur la date d'inauguration. Partant du principe que la date d'inauguration, elle a plus une grande valeur s'il y a des travaux significatifs qui ont été réalisés il y a 2-3 ans et que
le bassin avait été créé il y a 15 ans. Donc voilà, c'est vraiment 3 critères sur lesquels on se focus. Alors, il y en a plein d'autres hein, sur les bassins. C'est 3 critères sur lesquels on se focus autour des bassins actuellement. Et on se focus particulièrement pour que pour chaque bassin, on ait ces infos-là pour la fin du mois de juin. Donc la géolocalisation, parce que si un bassin, on ne sait pas où il est, très compliqué. La dimension pour déterminer le chiffre que vous avez par la suite et la date des derniers gros travaux, autant que faire se peut. Aujourd'hui, on a donc 6327 bassins de référencés dans DataES. Vous n'en verrez en public que 6300. Pourquoi? Car les bassins propriétés du ministère de la Défense sont des bassins qui sont en base, mais qui ne sont pas totalement publics et transparents. Voilà, c'est une partie pris depuis 2-3 semaines qu'on a pris de quand même pas au niveau du ministère des Sports aller dévoiler les lieux des installations sportives du ministère de la Défense. En termes de mètres carrés, euh, ça nous donne donc 1 500 000 mètres carrés. Peu ou prou, si on prend la population de la France aujourd'hui, on a donc un bassin de 250 mètres carrés pour 10 800 habitants en moyenne. Euh, c'est le gros chiffre que vous pourrez retenir. D'autres chiffres clés, et j'espère que je ne vous ai pas encore perdu avec tous ces chiffres, forcément vous pourrez retrouver des analyses, on est là aussi pour vous accompagner, des analyses sont faisables par territoire, par type. On vous a mis ici un focus de nombre de bassins par région, mais le découpage géographique pourrait être fait par département, par EPCI, enfin, tout est possible, hein. Il fallait bien arbitrairement. Et 2 dernières cartes qu'on va vous montrer aujourd'hui. Euh, une carte sur la surface de bassin par mètre carré en France, voilà, donc le nombre de bassins, et une surface de bassin pour 10 000 habitants. Vous voyez donc, et je resterai là-dessus en ouverture, vous voyez donc que peut-être en termes de prospective et d'emplacement des bassins de piscine, on a peut-être une incohérence en se disant que c'est pas là où on a le plus de mètres carrés de bassin, qu'on a la plus forte densité en croisant ces 2 cartes. Voilà, merci de votre attention. J'espère que j'ai pas été trop long. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à retenir le mail qui est là, contact-équipement@sport.gouv. On est là Voilà. pour répondre et pour vous accompagner. Et de toute façon, la présentation sera ensuite diffusée, il n'y a aucun souci. Jamais trop long, Rémi. À partir du moment où c'est intéressant, et clairement, on voit bien que cet outil-là, aujourd'hui, est en forte évolution. On parlait de portée de territoire, ça tombe bien. La société Movance, aujourd'hui, qui utilise des données data, mais aussi bien en matière d'équipement, en matière de pratiquants, euh, mais aussi sur les aspects INSEE, sur l'évolution des populations, peut aussi permettre de donner des indicateurs. Donc, il faudrait juste arrêter le partage. Voilà, comme ça va permettre à Sylvain Chillier, parce qu'on est un petit peu en retard, mais c'est un retard utile. Donc, on va profiter de Sylvain qui va rapidement Bonjour. aussi, voilà, nous présenter comment la data, au-delà des données uniquement équipement, peut être utilisée aujourd'hui dans les collectivités. Merci beaucoup. Je vais essayer d'être succinct et efficace en restant centré sur notre sujet des équipements aquatiques au mieux. Et donc, comme c'était évoqué, là, on a une présentation sur l'approche, bien sûr, des équipements qui sont, en tout cas dans le cas des piscines, structurants pour le développement des différentes disciplines. Après, l'idée pour nous, quand on va travailler sur du diagnostic, c'est comme c'était évoqué, au-delà de dans la photographie, on a des enjeux en matière de prospective, d'adéquation des enjeux. Je ne vais pas revenir et je passerai très peu de temps là-dessus. Pourquoi aujourd'hui la data? La data, ça vient un peu compléter nos démarches classiques d'analyse des besoins, que je sois gestionnaire d'un équipement sportif quel qu'il soit, mais plus particulièrement des piscines. Aujourd'hui, la data, elle va même pas tout remplacer, loin de là. Par contre, elle répond à une réalité sur lequel on a des pratiques de plus en plus diffuses, des politiques sportives qui sont de plus en plus décloisonnées. On nous demande d'intervenir autour de
développement de nos activités, diversification de nos activités dans le champ de la santé, de la remise en forme, de toutes les approches qu'on peut imaginer, je dirais même plus du loisir et autres, et sur lequel on demande à répondre et que ces équipements sportifs répondent à cette multitude d'enjeux. Donc l'idée pour nous, c'est de pouvoir, à travers la data, vraiment objectiver des besoins et d'avoir une double approche, à la fois la capacité de la data à avoir une photographie, à poser un état des lieux, me permettre de me situer, mais également être un outil d'aide à la décision en matière de choix politiques et de positionnement de mes différents investissements que je peux réaliser, soit en matière de rénovation, soit en matière de construction d'équipements. Donc, on va avoir différentes approches sur lesquelles on va exploiter la data. L'exploitation de la data, pour aller à l'essentiel, hein, on a 4 types de data qu'on va pouvoir utiliser, bien sûr, au-delà de ce qui a été évoqué sur la photographie. On a des datas qui vont être liées à la performance et c'est celle que, en tant que gestionnaire de bassins aquatiques, pour la plupart d'entre vous, vous allez maîtriser au mieux et utiliser. Les données qui vont être liées à la performance, c'est notre capacité à piloter nos équipements, à maîtriser les coûts liés à la consommation, à avoir une idée aujourd'hui de l'ensemble de la fréquentation d'un site et je vais comme ça venir collecter l'ensemble des informations. Je ne vais pas m'attarder dessus, ça c'est des datas que vous allez collecter vous-même à travers les logiciels ou les outils que vous allez pouvoir mettre en place, que ce soit sur l'affluence, etc., mais qui nous permettent d'avoir des réflexions et du positionnement un peu stratégique de nos équipements en matière d'activité, de quel type d'activité je dois développer. En matière d'organisation du travail, quand on va travailler sur un audit RH, on va forcément, nous, dans notre approche, croiser l'ensemble des éléments, de dire, est-ce que, tiens, je veux ouvrir le créneau de la nocturne en soirée par rapport aux impacts, etc., quel impact sur la fréquentation, et je vais avoir comme ça des entrées de données de la performance. On va plutôt après travailler à l'échelle d'un territoire sur des données dites d'usage, c'est-à-dire de connaître et de rendre compte de la réalité de toutes les pratiques. Quelle est l'évolution des pratiques sportives? Comment un équipement aquatique peut s'insérer là-dedans et à quoi il répond? On a bien sûr toutes les données qui vont être relatives à la démographie. On va avoir l'offre, on peut avoir toute l'offre de pratique, que ce soit avec mes équipements, bassins que je vais pouvoir implanter, couverture territoriale, etc. Mais l'enjeu, il n'est pas de dire est-ce que en matière de maillage, c'est de dire est-ce que j'ai un équipement qui répond à un besoin. Et donc notre capacité à travers nos données démographiques, à travers des approches de pratique, de venir croiser et qualifier une offre avec une demande et d'identifier des zones qu'on va appeler, nous, des territoires carencés sur est-ce que je vais impulser demain le développement d'un certain nombre d'équipements à tel endroit et quelle taille par rapport à des carences que je vais pouvoir observer en matière de demande. La demande, elle va s'approcher forcément par cible. Est-ce que j'ai des demandes au niveau des scolaires? Est-ce que je peux avoir des demandes pour les jeunes, les moins jeunes, les publics adultes, etc. Et qui va nous permettre de travailler par rapport aux différentes données que je vais pouvoir avoir en matière de pratique, ajuster et qualifier mon offre par rapport à toutes ces données-là. Et enfin, on a les données relatives à ce qu'on va appeler les données un peu d'interaction, que je m'arrêterai pas trop, mais qui sont toutes les données relatives à l'usage aujourd'hui qu'on va exploiter de la data ou d'autres éléments qui sont l'analyse un peu de la qualité de l'image, de la satisfaction. On a plein de data qui vont demain analyser les remarques sur les réseaux sociaux, les likes que je vais pouvoir faire, etc., qui vont pouvoir me permettre d'évaluer la qualité de mon équipement. Et donc, c'est l'ensemble et c'est le croisement de ces données qui vont nous permettre de piloter un peu la stratégie. Indépendamment je dirais, de tout ce qu'on peut faire et de toutes ces approches-là de la data, je vais peut-être, au milieu de mon intervention, finir un peu par ma conclusion. En soi, générer de la data, c'est entre guillemets facile. Il faut qu'on arrive à organiser, capitaliser, mais toute la difficulté de la data, c'est de la mettre en perspective avec des attentes politiques, avec des attentes de gestionnaires et d'être en capacité à ce que la data nous serve à prendre les bonnes décisions, que ce soit en matière de pilotage, de développement, de maillage et d'investissement. Et donc, c'est plus cette difficulté-là qu'il faut arriver et se poser la question de comment je vais exploiter toutes les open data qui peuvent exister
et qui nous permettent de répondre vraiment à ma stratégie. Je vous ai fait un exemple là de tout ce qu'on peut approcher dans l'analyse de la demande et de ce que nous, on peut aujourd'hui travailler dans ces différentes approches. On va avoir par exemple sur les différents profils et on peut travailler quand on va réfléchir au positionnement d'un centre aquatique, se positionner sur les différents profils de pratiquants et évaluer les besoins. Là, je suis vraiment dans une approche non pas tant de dire quel est l'état de mon équipement, quel est son niveau de consommation, mais comment je me projette en matière de besoins et comment je le travaille et je mesure son évolution. On va utiliser plusieurs outils qui peuvent exister. Pour une grande partie des usagers, notamment de nos centres nautiques, on va avoir les scolaires. On va demain travailler soit à l'échelle de la commune, de la collectivité, peu importe, en fonction du niveau de travail qui est fait. On va s'appuyer sur la prospective scolaire dans lequel on va déterminer les évolutions des effectifs scolaires et calculer et mesurer l'impact. Je vous ai fait l'exemple derrière, je reviendrai dessus, mais on va pouvoir avoir cette approche-là du besoin et de la justification du besoin, voire de la renégociation. Quand je suis à 30% dans mon modèle économique ou à 50% de mes créneaux qui sont utilisés par l'usage scolaire, est-ce que j'ai mon modèle économique qui est viable si je rajoute les clubs, etc., par rapport aux entrées grand public qui vont être ouverts que sur un quart de mes créneaux. Et donc, je vais être comme ça dans une lecture stratégique par rapport aux différents profils. Sur les pratiquants en club, vous avez au-delà du data ES qui nous a présenté Rémi, on a également sur le ministère des Sports tout plein de données en open data qui sont liées au club et aux licenciés et qui nous permettent d'avoir des prospectives ou en tout cas d'avoir une lecture des tendances en volume de licenciés avec l'approche d'un licencié habitant à l'échelle d'une commune. Je vais donc pouvoir déterminer par rapport sur mon territoire, sur mon bassin de vie, en fonction de mon rayonnement, si mon bassin il est intercommunal, venir rapprocher l'ensemble des adhérents qui peuvent être des utilisateurs potentiels d'un bassin aquatique. Donc, que ce soit fédération de natation, triathlon ou plongeon, en fonction de si j'ai des fosses et autres. Et donc, je vais avoir comme ça une lecture et des tendances qui vont nous permettre de voir les dynamiques en cours sur mon territoire. Et également là où où ils habitent en fonction des différentes communes. On va bien sûr utiliser et croiser les données démographiques, que ce soit lié à l'INSEE ou les données de l'INGEP, qui est l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, qui exploite un observatoire annuel aujourd'hui des pratiques sportives, qui nous permettent de venir chaque année, venir requalifier qui sont les pratiquants de la natation, qui est la troisième discipline la plus pratiquée de manière libre après la marche et la course, et qui vont me permettre comme ça de venir qualifier les profils. Est-ce qu'on est plutôt aujourd'hui sur du senior? Est-ce qu'on est plutôt sur des personnes actives? Et de venir le mettre en perspective avec mes données sociodémographiques de mon territoire pour évaluer des besoins. Et enfin, on a bien sûr tous les usagers éventuels loisirs en fonction de mon lieu d'implantation, si on a de la fréquentation touristique et autres. Et donc ça, toutes ces données-là, au-delà de notre photographie du bassin, je vais pouvoir les mettre en perspective pour venir travailler, évaluer des besoins. Est-ce que sur une intercommunalité à l'échelon rural, est-ce que je dois construire un bassin, deux bassins? Est-ce que ça suffit? Est-ce que je dois avoir une stratégie? Est-ce que j'avais deux bassins qui ont été construits dans les années 70? Est-ce que je dois en faire plus qu'un seul? Ça va être toute la réflexion de ces données-là qui vont être mises en perspective. L'exemple qu'on peut mener, alors là, quelques exemples d'exploitation de données et tout ce que je vous évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au-delà du volume et de l'échelon, je vais pouvoir travailler sur la prospective scolaire qu'on avait pu travailler à l'échelle d'un territoire, qui est de pouvoir dire au regard de la capacité actuelle du bassin, compte tenu de la prospective scolaire qu'on a pu enregistrer, des cycles de séances, etc., combien de mètres carrés supplémentaires j'ai besoin pour vraiment anticiper et couvrir les besoins en matière de pratique. Et ça va être indispensable quand je construis un équipement qui a une durée de vie de 30, 40, 50 ans. Comment j'anticipe dès aujourd'hui pour pas qu'on soit dans des éléments. Enfin, pour finir, on a cette approche-là, on peut la multiplier, en tout cas sur l'ensemble des pratiques, sur lequel on va utiliser des données de géotracking
en open data qui sont également ouvertes et je peux l'élargir sur l'ensemble de la pratique sportive. C'est l'exemple que je vous mets là, c'est ce que j'appelle moi Sport Data Analytics, qui est un outil qu'on utilise et qui nous permet à l'échelle d'une commune de pouvoir, sur 17 indicateurs un peu clés, venir illustrer un peu nos besoins, apporter une photographie, pas forcément que sur les équipements aquatiques, mais sur l'ensemble de nos équipements et être mis en perspective avec l'ensemble des pratiques, les données sociodémographiques et déjà là aussi dans une approche un peu prospective d'évolution de la population. Et donc, c'est ces enjeux-là et ces outils-là qui nous permettent de vraiment adapter un peu notre stratégie, nos besoins RH, nos prévisions et d'ajuster au-delà de la consommation tout ce qu'on va pouvoir faire et dire. Voilà. Parfait, Je vais aller parfait. un peu vite Non, mais pour essayer c'est de bien tenir parce que mon timing, mais ah, voilà. le retard qu'on avait au début, on l'a maintenu. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà. Il y a une question, Jean-Luc, apparemment, une question en 1 minute. Oui, effectivement, une question dans le chat. Est-ce que vous réussissez à récupérer le résultat des évaluations du savoir nager en sécurité, de l'éducation nationale, et donc du niveau du nage ou de non-nage des scolaires? Alors, tout dépend des territoires. Vous avez des académies qui aujourd'hui tiennent très bien les données statistiques et on arrive à exploiter les taux de réussite sur le savoir nager par cycle, etc. Et on a des académies pour lesquelles la compilation des données, elle est un peu plus difficile. Donc, ça dépend de nos territoires, mais on passe par l'académie et c'est l'académie qui peut, en open data là aussi, parfois en tout cas, ou sinon à la demande, nous délivrer les données statistiques sur le savoir nager. Parfait. Merci. Je vais vous interrompre parce qu'autrement, on va encore prendre beaucoup plus de retard. Mais effectivement, on voit bien que la data aujourd'hui, entre la data libre, la data plutôt collectée et puis la data qu'on recherche, peuvent servir aussi bien les exploitants, les collectivités, les, les différents acteurs qui sont tous mobilisés sur le même sujet. Donc, c'est vrai que l'importance qu'on peut y trouver dans la quantification ou le nombre d'établissements nécessaires pour répondre aux besoins de la population. Effectivement, c'est un sujet important et qu'on va tâcher de faire perdurer dans nos prochains échanges. Alors, je voudrais, tout à l'heure, on parlait d'un bilan en 2 temps, 3 mouvements. Donc là, on est au 3e mouvement avec donc Jean-François Druon et Quentin Duquesnoy qui étaient sur différents sites lors de l'opération Aquatics Tour. Hein. Quentin, il me semble de mémoire que tu étais présent sur 7 des dates sur les 11. Tu n'as pas pu aller en Guyane, malheureusement, tu me l'as dit, mais ça, on ne pouvait rien y faire. Euh, et Jean-François, de ton côté, tu as dû faire peut-être 4 ou Moi, à j'ai peu fait près. 3 dates et on a organisé avec le site d'Aqualance l'événement de Lens. Voilà, donc on va vous relancer sur le sujet avec bien entendu Céline Reculé qui est aussi à nos côtés, plus Eric qui pourra aussi rebondir sur les différents sujets. Donc cette opération, l'Aquatics Tour, maintenant qu'on en a dressé un petit peu le parcours et les pourtours, euh, il faut qu'on arrive aussi à trouver des actions concrètes pour répondre aux besoins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des besoins de maîtres nageurs. Je suis étudiant, je veux entrer dans la filière, comment je fais? Je suis à la recherche d'un emploi, comment je fais? Tout à l'heure, avec Fabienne Bourdet, on parlait de simplification. Effectivement, on a bien vu dans tous les échanges qu'on a eus avec les différents candidats potentiels que les sujets principaux, c'était ça. C'est pas évident de savoir comment on peut financer un parcours, comment on peut intégrer la filière, etc. Donc, Jean-François, je te laisse la main. Oui, alors en fait, il y a plusieurs sujets, hein. Le premier sujet, c'est déjà sur l'organisation de ces aquatiques tours, comment mobiliser le plus possible de public pour faire découvrir nos métiers. Nous, on a eu la chance de travailler depuis quelques années avec France Travail en étroite collaboration. Et il nous a été permis, là, notamment sur l'événement de Lens, de créer un événement auprès de l'ensemble des demandeurs d'emploi du territoire. Et les conseillers ont vraiment fait le boulot, on peut dire, d'identifier tous les profils qui étaient potentiellement intéressés pour les convoquer, puisqu'on avait en même temps organisé une réunion d'information sur nos futures sessions de formation. Il y avait différents ateliers, hein, pour les accompagner, parce qu'on était
du coup 4 organismes de formation, 3 organismes à former au BNSSA, 2 organismes à former au métier de maître nageur, donc nous et le STAPS de Calais, avec le DUST. Et puis, le France Travail était également présent, l'AFDAS était présent, notre CFA de rattachement était présent. Nous, nos assistants de formation étaient également présents pour renseigner. Et Aqualance nous avait mis à disposition des couloirs, ce qui nous a permis de tester quelques candidats, leur faire découvrir le métier. Ce n'était pas vraiment un test, mais c'était plus justement eux leur donner envie et leur faire découvrir un petit peu ce qu'étaient déjà dans un premier temps les métiers du sauvetage pour ceux qui sont un peu éloignés de la natation. Voilà, donc ça nous a permis, entre ces réunions d'information et l'ensemble des postes, des stands de renseignement, eh bien de capter quand même quelques candidats pour l'année prochaine, avec en plus un événement qui était couplé de notre côté avec un job dating. Donc tous nos anciens diplômés qui vont sortir de formation là en juin étaient conviés également, ce qui a permis aux personnes qui venaient découvrir le métier de discuter avec les stagiaires, de discuter avec les formateurs, de discuter avec les maîtres nageurs sur le bassin, de discuter avec les employeurs qui étaient présents et donc de trouver potentiellement soit leur lieu de stage, soit leur lieu d'apprentissage. Donc ça a fait un événement quand même assez global. On aurait toutefois pu avoir plus de monde, je pense. Et la difficulté, le public qu'on a du mal à mobiliser, c'est le public des lycées. Puisque nous, on avait convié l'ensemble des lycées, alors soit en sport-études, soit en option sport au bac, puisqu'il y a normalement une appétence un petit peu justement vers les métiers du sport en général. Mais on n'a pas eu de retour de ces élèves-là. Sur un mercredi après-midi, c'est peut-être pas le bon créneau. C'est difficile d'amener une classe, c'est difficile d'amener un groupe d'élèves. Peut-être qu'en réfléchissant à d'autres créneaux, ça permettrait justement aux élèves de venir avec les parents. Peut-être directement les élèves intéressés, à continuer la communication sur ces structures-là, mais directement auprès des élèves intéressés. On a pensé éventuellement justement avoir, pour mobiliser ces élèves-là, une date qui soit calée suffisamment en amont pour qu'on puisse les communiquer quand on est présent sur les salons de l'étudiant, salons de l'apprentissage de nos régions. Donc, ça permettrait de donner rendez-vous au premier contact pour des essais. Voilà, il y a des pistes. Il y a des pistes de réflexion, il y a des choses qui ont fonctionné et qu'on va pouvoir garder, et il y a des choses qui n'ont pas fonctionné qu'on va pouvoir améliorer. Mais globalement, je pense qu'on a eu une satisfaction qui a été plutôt au rendez-vous pour ces étapes de l'Aquatics Tour sur les événements qui ont été réalisés. Après, la question du financement, justement, la question du financement, il est compliqué de donner des réponses, une réponse systématique qui convienne à tout le monde, puisque justement, le propre des financements, c'est généralement de cibler des publics particuliers. Donc, on est justement plutôt satisfait des personnes qui sont venues, parce que chaque personne qui est venue et qui est intéressée est repartie avec sa solution de financement. Donc, que ce soit de l'apprentissage, que ce soit une aide de France Travail, que ce soit une prise en charge de la région, que ce soit une transition pro, on a toujours trouvé, il n'y a personne qui ressort, et même dans nos stagiaires qu'on a habituellement tous les ans, aujourd'hui, on n'a personne qui est sur un financement personnel. Donc, on a à chaque fois la solution pour chaque profil, mais il faut prendre le temps d'écouter, d'écouter les parcours, et de pouvoir l'orienter sur le bon financeur. Ok, merci. Et c'est vrai que pour rejoindre ce que disait Fabienne Bourdet tout à l'heure, cette notion de portail d'entrée, à un moment donné, il est clair que on a besoin, nous, on a différentes cibles, il y a des candidats potentiels, on sait, on connaît un petit peu les différents profils. Après, faut-il que les uns et les autres puissent effectivement savoir comment entrer, par quel bout,
Donc, cette notion de portail, effectivement, ça serait la bonne solution. Mais en même temps, le profil qu'on recherche, c'est aussi quelqu'un qui surveille des bassins, qui est en C'est charge de ça. la sécurité. Donc, si on passe la main à Quentin, donc c'est vrai que cet aspect-là aujourd'hui, c'est un aspect prioritaire et primordial. On a besoin, certes, de personnes avec un grand P, mais en même temps, des personnes qui ont un profil qui est particulier. C'est pas n'importe qui. Voilà, Quentin, si tu veux enchaîner, Oui, oui, donc vous voyez l'écran ou pas? oui, impeccable, mais pas en Euh, plein écran. Mets-le en plein écran et c'est bon. Non, là, donc, pour, tu dois avoir un double écran. ouais, c'est ça. Je vais laisser comme ça. Bon, c'est pas grave. Donc, pour nous présenter donc Sécuréo, organisme de formation spécialisé dans la sécurité aquatique. Simplement pour présenter brièvement ce qu'on fait, on fait des formations théoriques, pratiques et aussi des exercices réels. Dans les formations, on a de la surveillance aquatique, prévention du risque de noyade, sécurité des baigneurs, bien sûr la norme AFNOR qui est parue l'année dernière en mars 2023, l'hygiène de la sécurité, la natation scolaire et surtout l'encadrement sécuritaire, des évacuations de l'incendie et également du secourisme. Au niveau des prestations, on fait des audits sécuritaires, la création de postes, la création de parcours scolaires et de l'accompagnement administratif, notamment pour les contrôles sécuritaires et les commissions de sécurité. Et on a introduit également un peu de digital dans ce qu'on fait avec la modélisation d'établissements, la virtualisation des centres et aussi la création de formations en e-learning. Donc, une formation complète en sécurité aquatique et des formations également sur mesure sur le bâtiment, le poste et les procédures internes de secours. Donc, pour revenir sur les différentes problématiques, il y a l'attrait du métier, on en a parlé depuis les états généraux, la vocation que les personnes peuvent avoir par rapport au métier, au secours et à la sécurité, justement. La formation sur comment et qui former. On l'a vu au niveau de l'Aquatics Tour, on a beaucoup de jeunes, mais aussi des personnes en reconversion. Donc, l'objectif, c'est de leur proposer, comme le disait Jean-François, la formation et les guider vers la formation qui leur convient. Et également la formation continue qui, aujourd'hui, en sécurité, est très peu présente. Et pourtant, selon nous, le métier et l'attrait du métier va par la sécurité. Euh, les pompiers, les gendarmes, la police et même les sauveteurs en mer, ce qui attire et notamment les jeunes, c'est la sécurité, c'est la protection des populations. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis aussi plusieurs moyens à disposition. Donc, l'e-formation, parce que c'est dans l'air du temps, ça permet de créer réellement un contenu interactif, ludique et faire en sorte que les personnes puissent continuer de se former. Donc, c'est une formation qui est absolument pas linéaire et pas barbante du tout, avec pas mal d'interactivité, des petits tests, des petits jeux, des petites choses comme ça. Parce que c'est vrai que sorti du Covid, le télétravail a fait son apparition beaucoup plus que ce qu'on pensait. Et aujourd'hui, la formation, c'est un peu la même chose. C'est que les jeunes aujourd'hui, quand on veut les attirer, c'est ce qui fonctionne, sans pour autant oublier le côté terrain du métier. Donc, c'est des formations qui s'adaptent sur tous les supports. Dans la formation en sécurité aquatique, ça passe du réglementaire jusque les techniques de surveillance, la prévention à mettre en place, les différentes positions. Enfin, voilà, on balaye tout ce qu'il faut savoir en sécurité aquatique. On a mis en place également un petit pack de 20 modules sur les bases de la sécurité aquatique. Et aujourd'hui, sur l'enquête de satisfaction qu'on met sur toutes les formations, sur 267 apprenants, on a 100% de personnes qui recommandent la formation. Ensuite, on a la formation sur mesure, comme je le disais, où là, l'objectif, ça sera plutôt de modéliser le bâtiment et tout le poste avec toutes les procédures qui vont avec. On a vu sur l'Aquatics Tour, je vais vous présenter un petit peu ce qui est possible. Sur l'Aquatics Tour, on a mis en place ce mode de visite virtuelle. Donc ça, c'est un vrai centre, un vrai site, Aquabulle, qui est à Saint-Fulgent.
Et on peut mettre en place des petits scénarios avec des victimes à rechercher, les parcours gonflables, des petites choses comme ça. On fait vraiment ce qu'on veut. Et les jeunes s'arrêtent énormément sur ce type d'outils où c'est réellement une visite virtuelle de la piscine. Voilà, donc on met en place les reflets de l'eau, les mouvements des baigneurs, les scénarios, comme on le disait. On peut se placer où on veut, depuis la chaise haute, depuis le bord du bassin pour vérifier des personnes, des jeunes qui se sont arrêtés sur ce type d'outils, un peu dans la gamification, pour rechercher telle ou telle victime et se mettre à la place potentiellement du surveillant sauveteur. Donc, en gros, on peut vraiment tout créer, tous les espaces, les piscines à vagues, les bassins en inox, etc. On peut tout faire. Donc ça, c'était juste pour vous montrer un petit exemple de la visite virtuelle et de la gamification. Et après, sur l'outil digital, on met en place voilà, des petites vidéos où on se met À toi de à la surveiller. place du surveillant sauveteur. Par exemple, là, c'est une séance scolaire. Et où on le prépare à surveiller une séance scolaire. Donc là, on le focalise un petit peu sur les bonnets de couleur, très importants au niveau de la sécurité, etc. Et avec les techniques de comptage, l'objectif, ça sera vraiment de se mettre à la place du surveillant. Et là, il a 15 secondes pour rechercher le nombre de personnes qu'il y a sur le bassin, sans oublier la petite victime qui est sous l'eau en bas. Sur la formation également, voilà, tout est interactif. Par exemple, là, l'objectif, c'est de positionner sur le plan la chaise de surveillance, le matériel, où est-ce qu'il placerait, etc. Donc, tout est vraiment ludique, interactif pour attirer le jeune, faire en sorte que le métier et l'image qu'on peut avoir parfois du métier n'est pas forcément bonne ou pas forcément celle qu'on voudra avoir du maître nageur qui est assis sur sa chaise. Et la dernière chose, on a créé notre propre label Expert Sécurité Aquatique, là aussi pour susciter des vocations. Donc, 3 niveaux d'expertise en fonction du nombre d'heures de formation, en fonction des différentes thématiques suivies et de la diversification de la forme théorique, pratique, exercice réel. Donc l'objectif, bon, il y en a plusieurs, hein, être force de proposition vis-à-vis d'une structure, équipe ou d'une situation spécifique, se mettre en avant, devenir référent en fonction de sa géolocalité, s'identifier sous le nom d'expert sécurité aquatique grâce à un certificat spécifique et les attestations de formation qui vont bien. Ça permet de disposer d'un gage de qualité au niveau des employeurs également. Ça permet d'accentuer et faire évoluer son CV. Enfin, voilà, on a mis en place ces différents types d'outils qui parlent de plus en plus à tout le monde par la gamification, par la formation en ligne, même si la formation en ligne sur la sécurité aquatique, elle n'a pas objectif de remplacer le terrain. Simplement, c'est une spécialisation supplémentaire et qui revient sur les bases du métier, qui est la sécurité. Voilà, donc c'est un maître nageur, certes qu'on recherche, mais garant de la sécurité des bassins qu'il a surveillés, qu'on a collectés, qu'on a identifiés via la data, etc. Donc c'est vrai que ce type d'outil aujourd'hui est indispensable et indissociable d'une évolution dans ce métier. Alors merci Quentin, merci Jean-François pour vos petits retours. Je vais donner la main 2-3 minutes, peut-être 4-5 à Céline Reculé afin qu'elle nous fasse une petite conclusion avant qu'on conclue de cette séance. On a rattrapé un petit peu de retard. Merci à tous. À vous Céline. Oui, merci Alain et bonjour, bonjour à tous, parce que j'ai pas eu l'occasion encore de vous saluer. Merci beaucoup pour ces échanges qui sont vraiment intéressants et qui démontrent d'une expertise, je crois, assez à la pointe pour cette filière. Et on peut vraiment le noter par rapport aux différentes filières métiers. On arrive à allier à la fois la data qui va pouvoir être une aide à la décision politique et stratégique et puis le numérique aussi, les formations numériques qui se développent à la pointe. C'est intéressant ce que vous venez de présenter. J'en avais pas connaissance et c'est vraiment, vraiment intéressant. Moi, je voudrais, sur le sujet, peut-être juste pour pas faire une synthèse, parce que je crois que c'est pas nécessaire, mais peut-être plus pour se dire, voilà, ce qui peut maintenant être
important au plan opérationnel et pragmatique, parce que je sais qu'Alain, vous veillez au grain sur le pragmatisme et comment dire, la chance d'aboutir concrètement à des résultats, concrètement et rapidement. Et vous avez raison, parce que c'est ça qu'il faut. Moi, ce que je vous invite à regarder maintenant ensemble, c'est de manière très simple, c'est comment on fait pour augmenter le nombre de personnes qui rentrent en formation. On sait que dans la filière, vous avez une très bonne adéquation, et Fabienne Bourdel rappelait en introduction, formation emploi, insertion professionnelle, dans des métiers qui correspondent à la formation initiale. On a une augmentation légère du nombre de personnes en formation ces dernières années. On a une cinétique qui est plutôt favorable, mais qui est certainement encore inférieure aux besoins actuels et aux besoins à venir en raison du renouvellement aussi des populations, notamment de maîtres nageurs sauveteurs, et puis de l'évolution de la pratique, de son augmentation, de la demande. Voilà. Et donc, il faut qu'on trouve maintenant, à travers la structuration pérenne, l'installation finalement de ces job dating qui ne sont pas que des job dating, hein, puisque c'est aussi des coach dating finalement, on met en relation les gens avec des formations, qu'on trouve vraiment à renforcer le flux de personnes qui vont rentrer dans ces formations, et de trouver la bonne circulation entre ces personnes qui vont rentrer d'abord en formation de BNSSA, pour ensuite, on l'espère, aller pour une partie d'entre eux vers des formations qui permettront de délivrer le titre de MNS, et des gens qui seront, eux, prêts à aller vers les formations directement de MNS, mais on sait avec des profils forcément qui sont particuliers, puisqu'on doit avoir des personnes qui sont déjà bons nageurs et qui ont des prérequis assez élevés. Donc, voilà, moi, je nous invite à voir comment on peut travailler là-dessus, comment nous, on peut aussi du coup activer nos établissements publics de formation en plus de toute la force de frappe des organismes de formation privés pour répondre à certains besoins et peut-être renforcer les priorités d'intégration en formation dans les BP de la filière aquatique, mais à voilà, détailler certainement un peu plus des mesures en sous-mesure qui nous permettraient d'augmenter le flux en formation et d'utiliser vraiment de manière très opérante l'Aquatics Tour pour augmenter justement ce flux de personnes en formation. Et puis ensuite, il y a tout un panel de travail que vous mettez en évidence sur l'attractivité des métiers pour diminuer le turnover, faire en sorte que les gens restent, qu'on prenne les bonnes décisions à moyen long terme, et qui sont notamment en termes de développement des centres aquatiques, qui sera essentiel aussi à la vue à moyen terme du secteur et à l'anticipation des transitions qui sont déjà en cours, notamment concernant les consommations de fluides. Donc voilà, je vois bien ça, mais je trouve que maintenant, on aurait intérêt à pouvoir, à la rentrée, peut-être nous revoir sur ces sujets-là, après avoir fait un beau Club France et avoir mis en valeur la filière aquatique auprès de ce public-là, puis peut-être voilà, continuer à améliorer l'image aussi de ces métiers, à transformer l'image qu'on peut en avoir pour attirer des jeunes et des moins jeunes dans les métiers. Mais vous n'êtes pas les seuls à pâtir en fait d'une image dans les métiers du sport qui correspond pas vraiment à la réalité d'une part, et puis qui correspond pas du tout aussi à celle qu'on souhaiterait mettre en avant. Et puis je finirai juste avec un mot, Fabienne parlait de la campagne de promotion des métiers du sport, donc on veillera aussi à pouvoir réinjecter les supports que vous avez travaillé l'année dernière dans le cadre de la campagne MNS qui existe, hein, donc ça c'est déjà existant, donc à pouvoir les remettre en valeur. Et puis sur le portail de simplification de l'accès aux formations et aux métiers, de compréhension des métiers, de pouvoir aussi avoir un espace où on pourra mettre les éléments qui sont liés aux filières en tension et tout particulièrement à celle de la filière aquatique. Ben, parfait, ben, merci de ces quelques mots. Alors moi, je reprendrai une phrase que vous avez dite il y a quelques jours, hein, que on est en train de semer des petites graines. Moi, je me souviens de cette expression-là. Aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. Il faut arriver à donner envie aux jeunes, aux moins jeunes, d'intégrer la filière. Donc, ça commence par ça. On se travaille un petit peu de ça. Alors, les rendez-vous qu'on a, effectivement, il y a le Club France, donc c'est officialisé, on va dire, aujourd'hui. Et donc, effectivement, on va vous donner rendez-vous au Club France. Donc, on va travailler aussi avec nos partenaires. Et puis, vous avez vu tout à l'heure quelques images
Donc c'est ce qu'on aimerait aussi montrer de façon assez dynamique, hein, ces 360, ces piscines en 3D, des choses comme ça. Aujourd'hui, il faut qu'on soit dans du numérique, dans l'innovation. Si on veut intéresser, il faut attirer, etc. Donc on a aujourd'hui des partenaires qui sont bien à fond derrière ça. Donc on a la possibilité aujourd'hui d'être très actif. Et le second temps, ça sera au Salon des maires aussi, au Salon des sports, au Salon des maires, où on aura un stand mutualisé avec une douzaine de partenaires. Donc, effectivement, nos rendez-vous sont là et l'opération Aquatic Tour 2025 va être relancée. Voilà, donc on vous le confirme. On sait qu'on a l'appui et du ministère des Sports et de France Travail et de l'ensemble de nos partenaires et on a envie de le faire. Voilà. Merci à vous tous. On n'a que 9 minutes de retard. On en avait 12 à un moment donné. C'est pas mal. Merci et puis bon week-end à vous tous. Et la fin de l'enregistrement va avoir lieu et on diffusera l'enregistrement dans nos réseaux.